Bien, bonjour à tous. C'est notre première sur LinkedIn Live pour ceux qui nous suivent en direct et puis peut-être que vous nous suivez en différé puisqu'évidemment ce Café Sapiens sera disponible comme d'habitude sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à tous. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre réflexion évidemment de long terme sur la question essentielle du pouvoir d'achat et j'ai le grand plaisir pour en parler de recevoir Arnaud Segerman et Rodolphe Houlmy. Alors, Arnaud Segerman, vous êtes cofondateur de Via Voice. Quelques mots sur Via Voice pour commencer. C'est un institut qu'on connaît, mais un institut peut-être un peu différent des autres. Bonjour à toutes et à tous, merci Olivier. Oui, un institut un petit peu différent des autres, parce que moi, à titre personnel, je ne suis pas un fan des instituts de sondage. J'ai travaillé comme salarié avant de créer Via Voice, et c'est vrai que les sondages, pour moi, c'est un petit peu poser 3 questions un petit peu rapides, et on a le sentiment de connaître les Français avec ça. Chez Via Voice, on a toujours eu la volonté, depuis 16 ans, de se dire, on va essayer de scanner la population en posant vraiment des questions de fond. Donc, on essaie d'avoir une vision modestement à 360 degrés de la population pour comprendre ce que l'on vit chacun et essayer de faire des préconisations plus opérationnel pour comprendre ce que vivent vraiment les Français, quelles sont les véritables difficultés, quels sont les véritables enjeux. Ce qui nous conduit parfois à avoir une vision un peu moins centrée sur l'actualité, mais davantage sur vraiment la structure. Et ce que pensent les gens et ce qui peut faire évoluer les comportements et les perceptions. Donc, Très bien, oui. merci. Voilà. On va évidemment échanger tout de suite. Rodolphe Houlmy, vous êtes directeur général de Web Loyalty France. Alors là, il va falloir que vous nous parliez de Web Loyalty. Oui, alors Web Loyalty, pour faire très simple et en deux étapes, donc on est éditeur de portail e-shopping. Donc on a pour vocation justement d'essayer de redonner du pouvoir d'achat aux Français avec la mise en place de programmes permettant d'accéder à des promotions très agressives online. Et on a un deuxième métier, donc plutôt B2B, qui consiste à monétiser l'audience des e-commerçants. Donc grosso modo, on achète du trafic sur les sites e-commerce pour justement exposer nos portails e-shopping à cette audience qui forcément est concernée par nos dispositifs, puisque ce sont des cyberacheteurs, des acheteurs en ligne qui peuvent trouver un intérêt à trouver les meilleurs plans pour acheter malin sur Internet. Alors évidemment, la question du pouvoir d'achat est une question multidimensionnelle et d'ailleurs souvent on l'aborde à travers celle naturelle d'ailleurs de l'augmentation des salaires, de l'évolution de la paye, mais finalement ce sont des évolutions qui sont plus lentes, plus difficiles à obtenir, assez différentes selon les gens. Et ce qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, en particulier, je crois qu'on a envie de passer un coup de projecteur dessus, ce sont les autres techniques qui peuvent faire qu'on arrive à acheter plus avec autant, voire parfois avec moins, dans un contexte où le prix, même si on assiste à un ralentissement, continue à augmenter et reste durablement élevé. Alors, j'ai envie de commencer, Arnaud, par parler de la question très fameuse, évidemment, de la perception de l'inflation. Alors, c'est un peu comme l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité, puis il y a la réalité. Alors, pour l'inflation, c'est vraiment vrai, il y a le ressenti, et puis il y a le réel. Il y a cette fameuse opposition entre les chiffres officiels de l'évolution du pouvoir d'achat et ce que les gens perçoivent. Qu'est-ce qu'un institut de sondage comme le vôtre a comme regard sur l'évolution, en plus de ce concept qui est très large, en fait, du pouvoir d'achat, et qui lui-même, d'ailleurs, est un concept qui n'est pas toujours très facile à déterminer, un peu poreux avec d'autres concepts. Oui, vous avez raison, c'est un concept difficile à déterminer, d'autant que lorsqu'on interroge les Français, les Français, comme vous le savez, on n'est pas économiste, et c'est même un euphémisme de dire qu'on a un faible niveau de connaissance économique en France. Donc on peut dire plein de choses sur le pouvoir d'achat. On peut dire, le premier élément, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux préoccupations des Français, lorsqu'on demande aux Français, comme on le fait régulièrement, quels sont vos principaux sujets de préoccupation en ce moment, le pouvoir d'achat reste en tête, indéniablement. Après, je pense qu'il faut aller voir un petit peu plus loin que ça et essayer de comprendre effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment vivent les Français. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que finalement, paradoxalement, alors qu'il y a de plus en plus de chaînes info, d'éléments explicatifs, alors qu'on sonde les Français toute la journée, finalement, aujourd'hui, les Français sont dans une logique dans laquelle ils comprennent de moins en moins la société dans laquelle ils vivent. Et là, moi, ça me surprend beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on pose de stéthoscope à différents endroits de la société, qu'on interroge sur des éléments publics, sur les institutions, sur le
gouvernement, qu'on interroge sur l'entreprise, sur le monde économique, qu'on interroge même, comme en ce moment, sur les élections européennes, qu'on interroge sur la protection sociale lorsqu'on parlait beaucoup des retraites, on se rend compte que les Français ont un niveau de connaissance qui est extrêmement faible et finalement, il n'y a plus grand monde qui fait une pédagogie un petit peu neutre, un petit peu sans idéologie de la société. Donc, si on en revient au pouvoir d'achat, effectivement, on se rend compte que non seulement c'est une préoccupation du quotidien, mais qu'en plus, on est en France. Qu'est-ce qui caractérise les Français? C'est ce pessimisme structurel. Ce pessimisme structurel qui conduit souvent vers, vous le savez, ce sentiment de défiance qui est très partagé dans la société. Donc, en fait, non seulement les Français ont des difficultés de pouvoir d'achat, mais en plus, ils ont le sentiment que les choses ne vont pas s'arranger. Et en fait, effectivement, on se rend compte que tout ce qui est mis en place en matière de politique, que ce soit de la part des entreprises, que ce soit en matière de salaire ou que ce soit en matière gouvernementale, eh ben, on n'est pas à même en France de l'évaluer et de dire si finalement on va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On est plutôt inquiet. Donc inquiet pour son pouvoir d'achat, mais effectivement, c'est ce que vous disiez. Est-ce qu'on parle des salaires? Est-ce qu'on parle de l'inflation? Est-ce qu'on parle, je parle très rapidement des Français, mais il y a différentes catégories de Français, tout le monde n'est pas face aux mêmes difficultés. Est-ce qu'on parle effectivement des coûts de l'énergie qui ont augmenté? Est-ce qu'on parle des bas salaires? Est-ce qu'on parle des niveaux moyens, même si c'est difficile aujourd'hui encore de parler de classe moyenne en France? Donc en fait, tout ça est à nuancer, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il faut avoir en tête, et je pense qu'on en reparlera par la suite, l'importance de la pédagogie pour tout ce qui va pouvoir être mis en place pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Parce qu'effectivement, notre pessimisme structurel nous empêche de voir un petit peu ce qui va se passer demain et ce qui peut être mis en place. Alors, c'est intéressant parce que normalement, l'inquiétude pour un économiste va se traduire par pas mal d'épargne, par de la déconsommation. L'une des questions étant, est-ce que les gens ont vraiment un volet réel, enfin un volet ample dans la déconsommation? Ce qui voudrait dire qu'une partie de la consommation conséquente était, pas du luxe, mais enfin en tout cas était superfétatoire. Je vous pose encore la question, et puis après on va évidemment en venir à Rodolphe, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est très délicat parce que là encore, si je vous réponds de manière globale, on va dire les Français qui ont tous un pouvoir d'achat différent et considèrent tous effectivement certaines dépenses comme superflues ou pas. Donc, j'aurais pas envie de globaliser. Je reviens juste sur cette notion qui me semble importante, sur le décalage entre la réalité statistique et les perceptions. On a nos confrères d'Ipsos qui ont fait une très belle étude il y a 2 mois et je reviens juste là-dessus parce que ça me paraît important de remettre la réalité économique, si on peut parler de réalité économique, et les perceptions des Français. Ipsos a mis le curseur sur 3 sujets qui me semblent intéressants. Le premier, effectivement, était sur la part d'immigrés dans la population. On voit que lorsqu'on demande aux Français quelle est la proportion d'immigrés, ils le surévaluent totalement. Deuxième curseur, ils ont interrogé sur le taux d'homicide. Lorsqu'on interroge sur le taux d'homicide, les Français ont le sentiment qu'il a nettement augmenté depuis les années 2000, alors qu'il a plutôt baissé. Troisième sujet, et vous voyez, il y a des sujets acquis à la gauche comme à la droite. Troisième sujet, sur la part de richesse détenue par les ménages les plus riches. Et là, les Français pensent que les plus riches sont plus riches qu'ils ne le sont. Donc, effectivement, on voit qu'il y a un décalage très fort entre la réalité et les perceptions. Ce qui est compliqué parce que lorsqu'on parle du pouvoir d'achat, on parle à la fois de réalité, c'est-à-dire le pouvoir d'achat peut augmenter ou baisser, mais on parle aussi de perception. On peut avoir le sentiment que certains coûts fixes ont augmenté et que son pouvoir d'achat diminue, alors que parallèlement, d'autres éléments ont pu baisser, ou bien que le salaire a augmenté. Et encore une fois, le ressenti ne sera pas les mêmes selon les catégories sociales. Et j'insiste sur ce point-là, lorsqu'on parle des Français, on parle d'une population qui est encore très diversifiée au niveau des salaires, et donc un ressenti extrêmement différent. Donc c'est difficile de dire les Français au global. En revanche, effectivement, cette thématique du pouvoir d'achat, couplée à ce pessimisme structurel des Français, met cette thématique toujours au cœur des préoccupations et avec le sentiment, lorsqu'on met notre stéthoscope un petit peu plus loin, finalement, pour les Français, qu'il n'y a pas beaucoup de solutions parce qu'ils restent très pessimistes sur l'avenir. Alors, j'en profite pour redire ou dire évidemment que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à côté, là, dans l'endroit prévu à cet effet, n'est-ce pas? Rodolphe, on sait que dans l'inflation, évidemment, c'est un phénomène qui est en fait assez large, vécu très différemment selon les gens. On sait que dans l'impression de pouvoir moins acheter, il y a une grande part de progression des dépenses contraintes depuis une vingtaine d'années, qui fait que on n'achète pas moins, mais ces achats ils sont faits en fait dès le début du mois, et donc on a moins de part arbitrable dans le budget.
On sait aussi qu'il y a une part importante liée à l'immobilier, qui évidemment est une contrainte pour le budget. Est-ce qu'on peut commencer par passer en revue, alors on parlera après du cashback, mais de passer en revue les réponses qu'on peut apporter pour préserver le pouvoir d'achat. Un particulier aujourd'hui, il a quelle palette de solutions et Arnaud, après, tu pourras peut-être nous dire si tu sais évidemment de quelle façon les différentes palettes peuvent être éventuellement mobilisées. Rodolphe. Bah, les palettes, alors, comme tu le soulignais, il y a des palettes essentiellement d'arbitrage, de faire en sorte que les dépenses principales soient d'abord couvertes. Malgré tout, les consommateurs cherchent aussi à conserver leur niveau de vie, cherchent aussi à trouver des techniques qui leur permettra de continuer aussi à se faire plaisir. Alors nous, on a vu pas mal d'évolutions par rapport à ça. On a vu quand même des secteurs qui sont en forte diminution concernant notamment la mode, concernant le voyage. On a vu aussi le secteur de la maison qui est en baisse assez significative sur le premier trimestre de 2024 par rapport à l'année dernière. Après, on a d'autres secteurs qui sont plutôt en croissance, comme le ticketing. Donc, on a toujours la billetterie. Donc, on a toujours quand même cette notion chez les Français de continuer à vouloir se faire plaisir et à trouver justement des techniques pour mieux consommer, acheter malin. Donc, chercher les bons plans. Donc là, la palette de bons plans, elle est assez large. On a le cashback, peut-être qu'on y viendra. Il y a les ventes privées, il y a l'accès également à du couponing, l'accès à des codes promo. C'est toute la palette, on va dire, classique, mais qui est de plus en plus, on va dire, scrutée par les consommateurs pour s'assurer qu'ils sont en train de bénéficier en permanence des meilleures offres, sachant qu'il y a une multitude d'offres et que parfois c'est un peu compliqué pour le consommateur de s'y retrouver et d'être certain de trouver le juste prix devenant le meilleur prix possible qu'il puisse trouver sur le marché, et en l'occurrence sur Internet. Et c'est là-dessus où nous, on est un petit peu une façon de centraliser ces meilleurs plans pour trouver des gains, un gain de temps et un gain d'argent sur la façon de consommer, essentiellement pour ce qui nous concerne sur Internet. Oui, tout à l'heure, Arnaud soulignait qu'une partie du ressenti vis-à-vis de l'inflation venait de l'opacité, de la complexité. C'est-à-dire que les gens sont pas tout à fait sûrs de ce qui se passe. Évidemment, on voit son panier moyen augmenter, mais c'est pas toujours aussi facile de percevoir. Et je trouve que dans la recherche de solutions, évidemment pour les gens qui essaient de regarder toute la palette, il peut y avoir une complexité qui est assez désarmante aussi. Et qui peut faire que les gens ont l'impression de pas vraiment progresser, d'avoir peut-être des tout petits avantages ici et là, mais il y a peut-être un manque d'unicité. Alors peut-être sauf pour les plus décidés ou les plus stratèges d'entre nous, mais je ne sais pas justement d'ailleurs quelle est la proportion des gens qui sont capables de déployer un effort de stratégie de ce point de vue-là. Bah, nous sur la partie cashback, on voit quand même qu'on est un dispositif connu. On a plus de la moitié, enfin quasiment la moitié des Français qui utilisent le cashback, plus de 75% qui connaissent la mécanique. Donc après, il y a une question de connaître les dispositifs à disposition et savoir correctement les utiliser. Donc en plus de cette palette large de mécanique promotionnelle qui leur est proposée, il y a aussi maintenant des phénomènes de saisonnalité. On a des temps forts maintenant qui sont ancrés notamment sur les achats en ligne. Donc en plus des soldes, on a le Black Friday, on a les French Days. Donc il y a finalement toute une stratégie pour le consommateur à déployer pour acheter au meilleur prix et faire en sorte que son pouvoir d'achat soit au maximum préservé dans ce contexte inflationniste. Alors, on va parler plus précisément du cashback parce que je pense vraiment que ça fait partie des solutions qui sont, alors moi que je connaissais moins bien avant de m'y intéresser et qui sont peut-être un petit peu moins connues qu'elles ne le sont dans d'autres pays. Arnaud, ton regard sur justement la palette des actions à déployer, sans doute
c'est très différent selon les ménages, selon les endroits, les sensibilités, selon le savoir-faire aussi, parce qu'il y a un savoir-faire de consommateur. Exactement, et c'est ce que beaucoup de plus en plus certains de mes confrères appellent ça la France de la débrouille, où effectivement il ne suffit plus de chercher parmi les hypermarchés celui qui est un peu le moins cher. Il y a vraiment une réflexion au quotidien pour se dire comment on va faire pour dépenser un petit peu moins. Donc cette France de la débrouille, c'est quelque chose qui se développe. Après, effectivement, lorsqu'on parle du pouvoir d'achat, il y a un élément qui est à prendre en compte, c'est l'évolution sur le temps long. On a tendance à le voir uniquement sur le temps court, hein, c'est comme les prêts bancaires. Il faut regarder sur le temps long. Sur le temps long, il ne faut pas oublier de là où on part et à quel point, effectivement, le pouvoir d'achat a pu augmenter sur le temps long. J'ai juste pris quelques datas éparses comme ça. En 84, on avait 15% des logements qui étaient privés d'eau courante. Il ne faut pas oublier ça. Alors, vous pouvez me dire, c'était il y a longtemps, en 84, mais quand même, aujourd'hui, il y a quand même eu des évolutions qui sont inquiétantes. Là, effectivement, on parle de consommation, mais si on se focalise sur les éléments fondamentaux, en 2023, la proportion de personnes qui ont déclaré en France se restreindre sur l'alimentation est montée de 10 à 29%. Ça a quasiment triplé. Et sur les éléments médicaux, les Français qui évoquent une limitation de leurs dépenses de soins médicaux a bondi en 2023 de 3 à 21%. Donc là, on voit qu'il y a une réalité qui est qu'on se prive d'éléments fondamentaux, même si sur le temps long, il y a eu de véritables améliorations. Après, et c'est pour ça que je reviens sur ces éléments plus, j'allais dire, moins rationnels, mais bon, voilà, ces éléments de perception, qui est qu'en France, effectivement, on reste très pessimiste. On reste très pessimiste et finalement, c'est toujours intéressant de se poser la question, pourquoi on est pessimiste? Est-ce qu'on a un grand récit qui nous amène ou qui nous donne des raisons de croire, effectivement, en un avenir meilleur? Ça, c'est peut-être un autre sujet, mais je vous donne juste quelques capteurs, moi, qui me semblent intéressants. Le premier, c'est sur la peur de la précarité. La peur de la précarité, lorsqu'on demandait en 2007 aux Français, est-ce que vous estimez que vous pourriez connaître une situation de précarité? En 2007, les Français disaient oui à 45%. En 2023, ils disent oui à 58%. Autre élément sur le pouvoir d'achat, lorsqu'on demandait en 2017 aux Français, est-ce que vous pensez que votre pouvoir d'achat va diminuer? Un peu moins de la moitié, 45%, déclaraient oui. Aujourd'hui, ils sont 66% à estimer que leur pouvoir d'achat va encore diminuer. Donc, vous voyez, il y a à la fois des difficultés réelles, puisque des gens vont moins chez le médecin, on fait des efforts assez forts en termes d'alimentation, ils essaient de dépenser moins sur des dépenses quotidiennes, et parallèlement, tout ça est couplé vers une perception négative qui est qu'on ne voit absolument pas de solution. D'où l'importance de cette France de la débrouille où effectivement on cherche des solutions, mais là-dessus la difficulté c'est qu'on n'est pas tous équivalents, on n'est pas tous aussi bons pour trouver des bons plans et avoir ce sens de la débrouille. Et effectivement, ça nécessite une véritable capacité d'investigation, de recherche, voire de compréhension. Parce qu'effectivement, tous ces éléments que vous évoquez, le cashback, moi, à titre personnel, je n'y connaissais strictement rien. Alors, justement, Rodolphe, il va falloir que vous nous en disiez beaucoup plus sur le cashback. D'abord, il y a une traduction française sur le cashback. Ouais. Le cagnotage. Hein, je pense que de temps en temps, faisons nos Québécois un petit peu et essayons d'avoir des. En plus, le cagnotage, je trouve que le terme est pas mal et il dit assez bien ce que c'est. Mais alors, quelle est l'histoire évidemment de cet outil? Comment ça fonctionne? Quelle est aujourd'hui son actualité? En fait, c'est beaucoup plus présent qu'on peut le penser déjà en France. Je sais que, par exemple, aux États-Unis, quelque chose qui est très, très, très implanté, que ça fait un peu moins longtemps que ça arrive chez nous, mais voilà, ça arrive. Dites-nous en plus. Alors, effectivement, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors, comme tu l'auras noté, pas besoin d'être bilingue pour comprendre ce que veut dire cashback. Donc, cagnotage peut être l'une des traductions. Donc, cash, argent, back, retour. Donc, ce qu'il faut bien souligner, c'est que le cashback, ce n'est pas une remise. C'est un remboursement. Donc, ça veut dire qu'il y a un acte d'achat qui est effectué tout à fait normalement et on va dire un tiers procède à ce remboursement. Comme tu le soulignais, c'est une pratique initiée plutôt aux États-Unis dans les années 70, associée essentiellement aux moyens de paiement, aux cartes bancaires qui permettaient à cette époque de créer, on va dire, une préférence de banque ou une préférence de carte dans cet univers multibancarisé. Et puis, dans les années 2000, le pratique du cashback, c'est un petit peu plus répandu en France.
C'est un marché important, hein. Aujourd'hui, on fait des estimations qui évaluent autour du milliard d'euros le cashback généré en France. Alors, le volume d'affaires éligible au cashback généré en France, puisque le cashback, comme on le soulignait, c'est une partie, donc un montant, un pourcentage qui est remboursé sur les achats effectués. Ce pourcentage peut varier selon les programmes, selon les opérateurs. On est entre 1, 15, 20%, donc c'est une palette quand même assez large. Et on voit effectivement qu'il y a à la fois une forme de connaissance, parce qu'intuitivement, les gens comprennent ce que ça peut dire et ce que ça peut signifier le cashback en termes d'intérêt pour eux. Et en même temps, il y a toujours ce côté un peu atypique parce que c'est pas le marchand directement qui fait cette remise, qui fait ce remboursement. Et du coup, il y a besoin effectivement d'expliquer, de mieux évangéliser autour de cette pratique pour que le consommateur comprenne bien que voilà, des entreprises comme Regularity font le taf pour finalement collecter, regrouper, sélectionner le meilleur des offres possibles sur le marché, offres qui sont négociées en direct avec les enseignes. Donc l'idée, c'est d'avoir un portefeuille de marchands qui soit suffisamment large en termes de notoriété des enseignes qui y figurent, mais également aussi en termes de catégories représentées. Aujourd'hui, on a notamment des évolutions sur ces catégories-là qui sont très en phase avec ce qu'on est en train de dire. Nous, on voit par exemple que le secteur de l'alimentaire devient, je ne vais pas dire surreprésenté dans nos catégories d'achat préférées, mais de plus en plus représenté. C'est-à-dire que dans notre top 10 de nos principaux marchands, aujourd'hui, on a 3 acteurs de l'alimentaire. C'est quelque chose de nouveau. Nouveau parce que finalement, les acheteurs ont le réflexe maintenant de chercher du cashback même quand ils font leurs courses du quotidien. Et puis aussi parce que les enseignes de l'alimentaire se sont mises à vouloir aussi proposer ce type d'offre. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est les enseignes qui décident ou non d'activer ces mécaniques de cashback. Donc là, il y a finalement deux demandes qui se rejoignent et les enseignes n'ont pas envie de passer à côté de cette audience, ou en tout cas des consommateurs qui sont de plus en plus chasseurs de bons plans et qui sont très très férus des mécaniques de cashback. Donc si je résume, c'est vous qui faites la négociation pour les différentes enseignes, et l'avantage, c'est que finalement, il y a une seule plateforme pour le consommateur pour des catégories de produits extrêmement variées. Exactement. Donc voilà, la plupart des plateformes aujourd'hui ont plus de 1000 marchands, ce qui est également notre cas, avec des offres qui doivent être quand même simplifiées, parce que l'objectif, c'est effectivement d'aller sourcer les meilleures offres, mais surtout qu'elles soient simples pour le consommateur final, que le nombre d'astérix ou le nombre de conditions pour que l'achat soit réellement éligible à ces remboursements soit complètement limité. Donc ça, c'est important parce que sinon, ça crée évidemment pas de la suspicion, mais en tout cas de la frustration si jamais on a envie de faire un achat et qu'on voit que, je ne sais pas, il y a une contrainte sur telle catégorie, sur tel type d'article. Donc là, il y a aussi un travail de la part des opérateurs sur ce sujet-là. Mais comme tu le disais, ce qui est clé, c'est la capacité des programmes de cashback à embarquer les enseignes les plus prestigieuses, celles que finalement les Français ont envie de voir parce que c'est celles sur lesquelles ils ont envie d'acheter régulièrement. Donc aujourd'hui, voilà, les secteurs les plus représentés, je te disais, c'est l'alimentaire, la maison, le voyage. Ça, c'est faire partie on va dire des top acteurs, des top marchands que nos membres finalement essayent de retrouver et sur lesquels ils sont en train de consommer le plus fréquemment. Alors, je vais demander tout à l'heure à Arnaud, évidemment, de réagir. Alors, j'ai une question de Béotien. J'en ai profité pour… on a remis le lien de la note qu'on a publiée il y a quelques mois maintenant sur le sujet, avec évidemment beaucoup plus de détails. Une question de Béotien. On nous donne on nous revire de l'argent, donc… est-ce qu'il y a une fiscalité toute bête? Les gens peuvent se demander, est-ce que ça se déclare? Est-ce que c'est des revenus ou pas du tout? Alors, aujourd'hui, ce qui est admis, c'est que les programmes de type de cashback concernent des dépenses de consommation
et donc ne sont pas apposables. Donc, il n'y a pas de risque particulier à anticiper de ce point de vue-là. C'est important à signaler quand même. Ouais, je pense que tu fais allusion à ce qui se passe notamment dans l'économie circulaire, donc la revente d'articles d'occasion sur les fameuses plateformes. Voilà, c'est une idée qui monte de fiscalisation de ces échanges. Jusque-là, ce n'était pas le cas, mais on connaît l'idée de l'État et les besoins d'argent de l'État, et donc ils vont trouver des moyens de se fiscaliser. Donc comme c'est quand même une sorte de retour évidemment sur consommation, mais qui peut ressembler à une forme de revenu, voilà, il faut savoir où on en est aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, c'est déjà quelque chose d'important. Alors Arnaud, donc tu as entendu parler, alors tu connaissais comme moi peu en fait le cashback. Quel est ton regard sur cette technique? Alors, je trouve ça intéressant, effectivement, Rodolphe l'a souligné, du côté de l'opinion, finalement, le prérequis pour que ça fonctionne, c'est que ce soit simple et compréhensible. Encore une fois, je l'ai beaucoup dit, on est dans une société de la défiance. La défiance, les Français, ils l'ont à l'égard de la sphère publique, mais aussi de la sphère privée. Donc, il y a comment expliquer, en fait, comment expliquer cette démarche qui peut sembler contre-intuitive. Et je pense qu'à partir du moment où on va comprendre cette démarche, où elle va être perçue comme simple et compréhensible, qu'il aura une véritable pédagogie, effectivement, là, on casse toute logique de défiance et on peut vraiment embarquer à la fois les consommateurs et les enseignes. Rodolphe évoquait l'importance, effectivement, d'avoir toutes les enseignes, et je trouve qu'effectivement, pour elles, c'est vraiment un bon moyen de se démarquer et d'innover et de montrer, effectivement, qu'elles vont être à la fois sensibles aux préoccupations des consommateurs et, en plus d'y être sensibles, qu'elles vont trouver des solutions. Donc, je trouve que c'est vraiment un moyen qui est vraiment intéressant et qui fait écho à cette France de la débrouille que j'évoquais tout à l'heure. Clairement, on est dans une logique qui est en phase avec l'opinion, à condition d'être extrêmement pédagogue. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Et Rodolphe, il y a deux types de cashback. Il y a le cashback gratuit et le cashback payant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, absolument. Alors, il y a le cashback gratuit. Donc, c'est effectivement, ça consiste en une simple inscription sur une plateforme qui va justement recenser l'ensemble de ses offres sous forme de cashback, sous forme de code promo ou autre mécanique promotionnelle. Donc, j'ai envie de dire que ça concerne des acheteurs qui sont moins réguliers sur Internet ou qui peuvent avoir voilà, des achats un peu plus rares et moins fréquents que la moyenne. Lorsqu'on est un acheteur un peu plus, j'ai pas envie de dire compulsif, mais lorsqu'on est un acheteur qui est plutôt dans la moyenne, faut savoir que la moyenne, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais la FEVAD communique quand même, donc la Fédération du e-commerce, communique sur une dépense annuelle par cyberacheteur en moyenne de plus de 4 000 euros. Donc, lorsque vous dépensez plus de 4 000 euros sur Internet, que vous avez des programmes qui sont payants mais qui peuvent vous garantir entre 15-20% minimum sur l'ensemble de vos achats, c'est-à-dire un remboursement entre 15 et 20% sur vos achats, vous posez la question justement de est-ce que je n'ai pas intérêt à passer sur un modèle payant, alors certes, qui a le défaut d'être payant, mais qui a l'énorme avantage de me garantir des niveaux de remboursement extrêmement élevés et extrêmement agressifs sur la plupart des dépenses que j'aurai à effectuer en ligne. Donc, c'est en cela, on va dire, qu'il y a une vraie, on va dire, un vrai arbitrage pour le consommateur à choisir selon son profil, selon encore une fois, sa régularité de dépenses ou son panier moyen annuel sur Internet, à choisir entre le cashback payant et le cashback gratuit. Que je ne mets absolument pas en opposition, mais juste qui correspond, on va dire, à des profils différents de consommateurs sur Internet. Alors, je ne résiste pas aux questions qui commencent à se poser justement, et la question que se pose tout consommateur, c'est combien ça peut me rapporter, d'avoir des idées de montant un petit peu, alors en pourcentage des achats et peut-être de façon en valeur absolue hein, sur une année. Alors, encore une fois, en parlant des deux modèles, donc le modèle gratuit, on est sur évidemment des niveaux de remboursement qui sont plus modestes, donc ça peut être entre 1 à 10%, mais souvent ces montants ne sont pas complètement garantis par marchand. Sur le cashback payant, ces organismes, ces entreprises, ces plateformes peuvent garantir un niveau de cashback minimum. Donc, on est aussi dans une sorte de simplification puisqu'on sait que
quoi qu'il en soit, à partir du moment où le marchand fait partie du programme, j'aurai au minimum 15% par exemple de cashback. Donc en termes de montant, si j'applique simplement ces 15% à la moyenne dépensée par Internet par cyberacheteur de 4 000 euros, on est sur du 400 euros, on va dire, d'économie annuelle. Donc, c'est des montants qui commencent à être assez significatifs. À partir, évidemment, du moment où l'ensemble de cette dépense est effectuée au sein de marchands qui figurent dans ces programmes. D'où l'importance d'avoir les marchands clés dans ces programmes, parce que si les marchands sont nombreux, mais qui sont sur des sites très niches ou pas très connus, là, le client final, le consommateur final n'aura pas forcément envie de prendre peut-être le risque de faire un achat sur un site qu'il connaît mal. Effectivement, comme le suggère Baptiste, il faut se faire l'avocat du diable, essayer de poser toutes les questions. Et l'une des questions, j'ai envie de la poser à Arnaud, c'est le risque de surconsommation. C'est en fait l'un des reproches, il faut les placer en revue aussi, ces reproches. Est-ce que finalement ces trucs, un petit peu comme les différents rabais qu'on peut avoir, c'est pas quelque chose qui va beaucoup plus servir à surconsommer, même si d'ailleurs il faut bien avouer que cette notion elle-même n'a pas tellement de sens, mais enfin à surconsommer qu'à être vraiment efficace dans son panier. C'est ce que tu évoquais, c'est une notion un petit peu ambiguë, la surconsommation. Moi, j'ai pas envie d'être sur les valeurs. Si on est sur la surconsommation, on est un peu sur un jugement de valeur. Moi, ce que je vois, c'est qu'au quotidien, je vous ai donné un certain nombre de data, un certain nombre de Français sont vraiment face à des difficultés de pouvoir d'achat. Donc, parler de surconsommation, bien sûr qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à gérer leur portefeuille et à aller vers des dépenses peut-être moins essentielles. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas nier que c'est une vraie difficulté le pouvoir d'achat et que tout ce qui peut contribuer à redonner du pouvoir d'achat aux Français est quelque chose de positif. Et je pense qu'il faut quand même penser là-dessus aux catégories les moins favorisées, aux catégories populaires, aux familles monoparentales, parce que là, vraiment, ce qu'on mesure, c'est quand même, il n'y a pas de bonnes nouvelles sur le sujet. Donc, il faut tenir compte de ça. Et, surtout que vous avez évoqué, Rodolphe évoquait des enseignes, effectivement, d'alimentation. Bon, je pense qu'il faut aussi... de mon point de vue, en tout cas, depuis un certain nombre d'années, j'interroge les Français. Il faut quand même tenir compte du fait que les Français sont pas des idiots, sont pas des imbéciles. Alors bien sûr, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais ils ont quand même de bonnes intuitions. Tout ce qui va pouvoir les aider à gagner du pouvoir d'achat, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Encore une fois, j'insiste sur un point, de la pédagogie et de la clarté pour qu'ils comprennent bien le système. À la fois qu'il ne soit pas défiant et qu'il n'ait pas de mauvaise surprise. Mais encore une fois, je ne critiquerai pas quelque chose qui va en faveur du pouvoir d'achat au regard des difficultés qu'on peut voir aujourd'hui en France. Rodolphe, il y a un des reproches qu'on fait au cashback payant en particulier, c'est que on va payer tous les mois l'abonnement et que les gens, comme souvent dans les abonnements, paieraient sans finalement, en oubliant et puis sans utiliser le service, et que donc finalement ce serait pour eux, très paradoxalement, plutôt un coût supplémentaire. Quel regard on peut avoir sur ce reproche qu'on a entendu, je l'invente pas évidemment. Ouais, alors ça c'est effectivement, on va dire un arbitrage et on va dire un élément de stratégie supplémentaire pour le consommateur. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait justement de chasseurs de bons plans, on parlait pour le consommateur de trouver le bon article au bon moment en fonction de la saisonnalité, en fonction des codes promo disponibles, en fonction des niveaux de cashback proposés. Là, sur la partie de cashback payant, il y a en plus la notion de j'investis chaque mois quelque part, c'est cet abonnement, et est-ce que je suis sûr de le rentabiliser? Donc là, l'objectif d'un acteur comme Rebel-IT, avec ses portails e-shopping, c'est de mettre à disposition justement tous les compteurs nécessaires pour justement chaque mois vérifier que son investissement en termes d'abonnement est largement couvert par les remboursements dont il bénéficiera tous les mois. Donc c'est effectivement un calcul, c'est une balance à effectuer. Nous, ce qu'on fait pour mettre le consommateur dans les meilleures conditions par rapport à ça, c'est qu'on lui offre le premier mois. Donc on lui dit voilà, teste le service, utilise tous les bénéfices comme tu le souhaites. De toute façon, ce premier mois est offert et tu verras que si ce mois de consommation représente, on va dire, un mois classique dans ta façon de dépenser sur Internet, tu verras si le montant de l'abonnement
est compensé largement, on l'espère, ou non, par les remboursements que tu vas générer. Donc, il y a la partie cashback. On a également des mécaniques de fidélisation qui permettent très, très, très facilement d'autofinancer, on va dire, le montant de l'abonnement, notamment en refaisant un achat chez le partenaire prescripteur, c'est-à-dire le partenaire e-commerçant qui fait la promotion de nos dispositifs. Donc, on essaye vraiment de mettre le consommateur dans les meilleures dispositions, de lui donner les clés pour que l'abonnement ne soit pas finalement une contrainte, mais soit justement l'accès à ce club davantage exclusif. Alors exclusif de moins en moins parce qu'on a de plus en plus d'abonnés, mais exclusif dans le sens où le niveau de cashback restitué est exclusif par rapport à des mécaniques de gratuité. Donc voilà, c'est encore une fois un calcul et effectivement un peu de suivi à faire pour les membres qui voilà, vont quelque part devoir surveiller que cette équation leur est toujours favorable. Mais là-dedans, il y a aussi une notion il y a une notion un petit peu ludique, il y a une notion un peu de gaming. On voit bien que les membres les plus affûtés de nos programmes comprennent parfaitement cet investissement de l'abonnement et comprennent aussi parfaitement quelles sont la meilleure façon de profiter du programme parce qu'on a des mécaniques assez, on va dire, innovantes et assez changeantes qui leur permettent de toujours mieux profiter du programme et de faire en sorte que cet abonnement ne soit plus une contrainte pour eux. Alors, bien sûr, pas d'informations stratégiques de Web Loyalty, mais est-ce que vous avez une idée du profil des CSP de vos abonnés, des utilisateurs? Ouais, alors ça alors malheureusement j'ai pas de grands profils type à révéler. Nos membres, c'est le consommateur sur Internet en fait. Le profil type de nos membres, c'est pas plus un homme, pas plus une femme, pas plus un CSP+, pas plus un CSP-. Après évidemment, on a fait des études qui nous permettent d'avoir selon les opinions, on va dire. De détecter une appétence ou pas sur les dispositifs de cashback. Donc effectivement, les couches populaires ont une appétence très naturelle sur le cashback parce qu'ils ont bien perçu que c'était quelque chose d'assez facile pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais nous, en termes de profil type au sein de nos programmes, il n'y a pas de grande révélation. Pas plus une homme, pas plus une femme. On est vraiment, je crois, sur quasiment sur du 50-50. On a une représentativité également géographique sur les CSP. Ça correspond également aux consommateurs moyens en ligne. Sur les âges, on est sur des consommateurs entre 25 et 49 ans. On est vraiment sur quelque chose d'assez classique et c'est tant mieux parce que ça veut dire que la diversité des partenaires prescripteurs avec lesquels on travaille permettent de toucher toutes les catégories socio-professionnelles, les âges et les genres en France. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ils vont utiliser les outils est-ce que finalement c'est pas seulement les personnes très modestes? Et puis la question subsidiaire, c'est des gens qui vont être capables d'utiliser des outils numériques, mais moi, et on a tous dans notre entourage des personnes âgées pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Des gens qui sont très éloignés de tous ces trucs-là, pour qui le téléphone est déjà le smartphone d'un usage qui n'est pas simple. Ces gens-là, il n'y a pas tellement de solutions. On est quand même, ça reste, eux, ils peuvent faire du couponnage à l'ancienne, mais pas tellement plus, non? Après, évidemment, Rodolphe, tu me donneras ton sentiment. Oui, alors effectivement, tu as raison dans ce que tu dis, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec les outils digitaux. Après, encore une fois, c'est une solution. Moi, je suis pas en train de la défendre, hein, je la découvre. Mais à partir du moment où quelque chose se met en place, ben, effectivement, ça ne peut pas être repris, accepté et utilisé par tout le monde. Donc, on peut se dire qu'effectivement, c'est dans un premier temps par les personnes les plus à l'aise avec les plus à l'aise avec le digital.
Pour autant, moi, je ne trouve pas que ce soit problématique et surtout, il ne faut pas oublier un élément, et nous, on le voit pas mal. Le digital, il peut y avoir une pédagogie qui est réalisée entre les générations. Il peut y avoir une pédagogie qui est réalisée entre des petits-enfants et leurs grands-parents. Donc, tout ça, ce sont des choses qui se font. On le voit notamment pour les éléments administratifs. Donc, pourquoi est-ce que ça ne se ferait pas là-dessus? Il n'y a pas de raison. Après, là où il peut y avoir une vraie barrière digitale, c'est selon les catégories sociales, où là, ça peut poser parfois certaines problématiques. Mais effectivement, Rodolphe, tu avais l'air de dire que ça touchait l'ensemble des consommateurs. Si on arrive à toucher l'ensemble des consommateurs, c'est formidable. Bon, après, il y a toujours des barrières. Il n'existe jamais une solution qui soit compatible avec 100% de la population. Et je trouve ça bien que ça ne freine pas. Il faut essayer des nouvelles démarches. À partir du moment où ça a un impact, tant mieux. On ne peut pas dire qu'une démarche n'est pas efficace ou n'a pas d'impact parce qu'elle ne touche pas 100% de la population. Rodolphe, sur ce sujet de l'illectronisme, de l'éloignement. Ça me permet d'établir une nuance. Donc, il y a aussi aujourd'hui, donc, sur cette notion de cashback, là, on a beaucoup parlé de cashback en ligne. Aujourd'hui, chez WebReality, on travaille aussi beaucoup en marque blanche avec des acteurs qui s'intéressent de plus en plus au secteur du cashback, comme les banques et les assurances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de banques, d'assurances proposent à leurs clients du cashback facilement, on va dire, identifiable parce qu'ils ils sont détenteurs du moyen de paiement et qui peuvent facilement traquer les achats éligibles selon les enseignes. Et donc, peut-être que certaines personnes, d'ailleurs, même inconsciemment, bénéficient de cashback rien qu'en étant utilisateur d'une carte bancaire. Et là, on n'est plus en train de toucher uniquement les gens très orientés sur le digital, le numérique et avec une certaine facilité pour aller sur Internet, mais on est en train de toucher le offline. Et ça fait partie également des diversifications qu'on est en train d'opérer, c'est-à-dire comment faire profiter de ce principe de cashback de plus en plus sur les achats offline. Donc ça, encore une fois, c'est très répandu aux États-Unis. En France, beaucoup moins. C'est beaucoup plus réglementé, ce qui fait que à déployer à grande échelle ce cashback offline est un peu plus complexe. Mais lorsque c'est proposé par les banques, ça ouvre un certain nombre, on va dire, ça lève un certain nombre de contraintes et ça devient une pratique justement qui s'ouvre à un autre type d'acheteurs, pas uniquement les acheteurs en ligne. Donc ça, c'est un point aussi que je vous ai souligné. Et on voit également beaucoup d'assurances, en tout cas certaines assurances, se mettre également à proposer ce type de dispositif. Comme quoi, les mentalités sont en train de changer et que ces types d'acteurs ont également compris que redonner du pouvoir d'achat aux Français par le biais du cashback était quelque chose qui était plutôt bienveillant et qui permettait de fidéliser davantage et de créer de la préférence de marque, de l'engagement client. Alors justement, sur le offline et le online, c'était une question que j'avais dans le grand combat entre le commerce physique et le commerce en ligne. On pouvait avoir l'impression que le cashback, clignotage était une technologie, un outil qui était uniquement mobilisé par le online et donc un avantage de plus dans une guerre qui est déjà pas très équilibrée. Mais en fait, non. En fait, c'est finalement un outil, un levier qui peut être mobilisé sur les deux canaux. Hein. Exactement, et dans le même esprit que aujourd'hui, de moins en moins de e-commerçants sont dans cet esprit d'affrontement, comme tu le soulignes, parce que on voit très bien le offline se met à disposition du online, comme le online peut se mettre à disposition du offline à travers les mécanismes de drive. Les mécanismes également on va dire de notion de showroom aussi. Aujourd'hui, beaucoup de consommateurs qui achètent en ligne vont d'abord voir ou toucher en boutique le produit avant de l'acheter en ligne. Donc les deux canaux sont complémentaires, en tout cas cherchent à devenir de plus en plus complémentaires et être moins dans l'affrontement. Et c'est également le cas finalement sur ces logiques de cashback parce que le consommateur au final, lorsqu'il va voir une enseigne, que ce soit online, offline, il veut avoir les mêmes conditions et si en plus il y a du cashback,
il a envie de l'avoir, quel que soit, on va dire, l'endroit physique où il fait son achat. Lui, il fait son achat chez une enseigne. C'est pas son problème de savoir si c'est parce qu'il l'a acheté sur Internet qu'il a le droit à avoir du cashback ou parce qu'il l'a acheté en magasin. Donc, on a encore du travail à faire, on a encore des restrictions à lever pour développer le cashback offline. Les banques sont très avancées là-dessus et on va dire des facilités par rapport liées à leur métier qui font que ils peuvent avoir un réseau beaucoup plus large. Mais je pense que c'est une prochaine étape et c'est ce qu'on a devant nous, hein, ce cashback offline. Merci. L'heure tourne évidemment et la promesse c'est que de toute façon nous essayons d'être évidemment le plus court possible pour aller au fait. Alors il y a une question intéressante de Baptiste, hein, quel est l'intérêt pour le commerçant? Il perd la marge. Évidemment, lui, j'imagine, il va y gagner un petit peu de fidélité, il va y perdre un peu de sa marge, mais il va reprendre en volume ce qu'il a perdu en marge. C'est ça l'idée qu'on comprend dans le système. Alors oui, il y a une notion effectivement de rogner quelque part les marges parce que comme tu le dis, c'est l'enseigne finalement qui finance ce remboursement. Maintenant, il y a aussi une notion de concurrence qui est très forte et de plus en plus d'enseignes, de marques, de distributeurs se rendent compte que l'arbitrage qui peut être fait par une partie toujours plus grande des consommateurs, notamment en ligne, se fait aussi par la présence ou non d'une enseigne au sein d'un programme de cashback. C'est-à-dire qu'il y a tellement un équilibre aujourd'hui des prix selon les enseignes, selon le distributeur, selon les marques, que finalement, l'argument prix va être arbitré par est-ce que je vais avoir droit à mon remboursement ou pas. Si je vois une enseigne qui propose du cashback et qui propose le même prix pour un article avec une enseigne qui n'en propose pas, l'arbitrage va être simple à effectuer par le consommateur et évidemment, l'enseigne qui ne proposera pas le cashback va probablement perdre la vente. Donc, pour ces enseignes-là, c'est aussi attirer des nouveaux clients. Ça, c'est une certitude. C'est aussi pour ça qu'ils font cet effort, entre guillemets, de financement du remboursement. Mais il y a aussi une notion de fidélisation, puisque y compris les clients récurrents, et on le voit, nous, sur certaines réactions de membres qui sont un petit peu parfois émus de la disparition de certains marchands, on voit que si la disparition d'un marchand peut déclencher une frustration et peut déclencher un arbitrage vers une autre enseigne concurrente pour le consommateur final. Une question de Fabrice, quelle est la part de l'habillement dans le marché global du cashback? On a compris qu'il y avait une grande diversité de produits qui étaient concernés. La part de l'habillement dans le cashback, alors j'ai pas ce niveau de granularité sur l'analyse. Je sais que c'est un secteur qui est en tout cas chez nous en diminution, mais ils ne sont pas dans le top 10, on va dire, c'est pas le secteur le plus représenté dans notre top 10. Après, on a des acteurs de l'habillement qui ne font pas que de l'habillement, donc c'est parfois compliqué au sein d'une même enseigne d'aller traquer uniquement ce qui se passe dans une catégorie. Donc, je ne vais pas avoir de réponse. On m'a appris à ne pas donner de réponse vaseuse lorsqu'on n'en avait pas une précise. On va devoir bientôt conclure. Arnaud, on connaissait le consommateur responsable, évidemment, on le connaît, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter la figure un peu moins connue du consommateur habile, du consommateur stratège, du consommateur peut-être éclairé? C'est effectivement compliqué parce que le consommateur évolue. Il y a deux dimensions. Il y a effectivement ce fait de devenir un consommateur habile, nous, ce qu'on a tendance à appeler la capacité à réagir face aux crises, face à toutes les situations. Est-ce qu'en tant que citoyen, est-ce qu'en tant que consommateur, on va trouver des parades? Et ça, effectivement, ça dépend de pas mal d'aptitudes et c'est compliqué. Et parallèlement, il faut tenir compte du fait que le consommateur, aujourd'hui, il tente tant bien que mal d'aligner ce qu'il est en tant que consommateur
en tant que citoyen, en tant que salarié. On essaie d'aligner, d'être cohérent entre tout ça, de ne pas avoir de tension entre ce qu'on pense, entre ce qu'on vote et entre notre manière de consommer. Donc effectivement, le être consommateur aujourd'hui, finalement, entre cette dimension aligner ses valeurs et sa consommation et cette nécessité à bien réagir face aux crises, eh ben, être consommateur, c'est pas être de tout repos, c'est pas un acte aussi limpide et simple que ça a pu l'être les années précédentes. Rodolphe, pour conclure, tu nous rappelles les avantages du cashback et peut-être nous rappeler aussi la part. Hein, je crois que tu nous as dit quelques chiffres sur la part aujourd'hui du cashback dans l'économie, même en France, où on n'a pas l'impression qu'il est très présent. En fait, déjà, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de pratiques. Oui, alors on est sur, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des niveaux qui dépassent le milliard d'euros sur 2023 en termes de volume d'affaires généré, donc éligible au cashback, et on est sur des croissances entre 10 20% chaque année. Donc c'est quand même un marché qui prend une ampleur assez significative, à la fois porté par ces acteurs traditionnels et historiques, mais comme je le soulignais aussi, de plus en plus d'acteurs qui se mettent à le proposer. Je faisais référence aux institutions financières. Certains opérateurs telco aussi également s'y mettent. Des acteurs comme les fournisseurs d'énergie pour enrichir leur programme de fidélité se posent aussi la question, ou voire développent déjà aussi ce type de programme. Donc ça contribue, on va dire, à l'expansion de cette notion de cashback en général. Après, pour revenir à ta question initiale, donc les bénéfices pour le consommateur final, donc on l'a un petit peu dit, c'est que pour lui, il faut qu'il y ait un usage et un fonctionnement qui soit simple, parce qu'au final, il a juste besoin au sein d'une plateforme de sélectionner un marchand, de cliquer sur ce marchand et ensuite d'effectuer son achat tout simplement comme il avait l'habitude de le faire chez ce marchand. On l'a dit tout à l'heure aussi, c'est un gain de temps, parce que dans cette jungle promotionnelle, parfois on est un peu perdu. Là, en étant membre d'un programme de cashback, il va pouvoir trouver dans un seul et même endroit les meilleures offres. On a parlé également de l'éventail de marchands. Ça, c'est important de pouvoir accéder, et c'est le cas maintenant de la plupart des plateformes, d'accéder à un éventail de marchands extrêmement large. Et puis, encore une fois, il ne faut pas oublier, et ça, nous on aime bien un peu ce côté un peu ludique. Il y a un peu de gamification autour également du cashback. On fait partie, le client fait partie d'un club, et le jeu, c'est d'aller régulièrement visiter ce club pour voir si les bons plans mis en avant en ce moment sont pas plus intéressants que ceux qu'il y avait il y a une semaine. Donc il y a un petit peu ce jeu-là, et on voit qu'aussi nos membres, d'après les réactions qu'ils ont, sont très attirés par ce type de dispositif. Et puis, je le disais aussi tout à l'heure, en termes de restitution, on parle souvent de cashback comme de l'argent remboursé. Donc, ça peut être remboursé sous plusieurs formes. Ça peut être remboursé sur une carte bancaire, ça peut être remboursé sur un compte en banque, ça peut être remboursé sous forme de bons d'achat. Il y a même un remboursement sous forme d'épargne. On a un acteur, un basketteur français bien connu qui a lancé une plateforme où le cashback généré par ses clients était cagnoté sur un compte épargne retraite. Donc il y a différentes façons aujourd'hui d'opérer le cashback en répondant à différents types de profils d'acheteurs en ligne. Et pour les enseignes, on l'a dit, c'est quand même aussi une façon de maîtriser ces leviers d'acquisition en injectant quelque part des budgets pour aller lorsque on est un peu en retard sur nos ventes, aller chercher des nouveaux acteurs. C'est créer de la préférence de marque, on l'a dit tout à l'heure. C'est une façon très efficace aussi d'interagir, parce que même si je propose du cashback et que ça ne génère pas forcément une transaction, en tant qu'enseigne, je suis en train quand même de faire valoir ou faire entendre quelque chose de plutôt bienveillant auprès du consommateur. Donc ça reste toujours une mécanique efficace pour fidéliser et attirer des nouveaux clients pour les enseignes. Merci beaucoup. Quand on parle de pouvoir d'achat, la plupart du temps, on parle de la question de l'augmentation du revenu. C'est tout à fait légitime. On parle aussi de la question souvent de la déconsommation, de la baisse de la consommation. Je crois que c'était important, intéressant ce matin qu'on parle de l'aspect baisse des dépenses
sans baisser naturellement ou sans sacrifier, d'avoir une renonciation à des formes de consommation. Et donc, c'était intéressant qu'on parle notamment du cagnotage. Il me reste à vous remercier énormément. Arnaud Zegerman, cofondateur de l'Institut Via Voice, Rodolphe Houdmy, directeur général, évidemment, de Web Loyalty France. Vous pouvez télécharger d'ailleurs le rapport qu'on a fait sur le cashback et cette vidéo est naturellement disponible très très rapidement sur notre chaîne YouTube en replay. Merci encore de nous avoir suivis et je souhaite une très très bonne journée à tout le monde. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.